Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission PSGE Parlons Concret. À titre de rappel, PSGE Parlons Concret est une émission à caractère économique qui met ses projecteurs sur le plan stratégique Gabon émergent qui est, lui, une émanation du projet de société du président de la République du Gabon, j'ai cité Ali Bongo Ondimba, qui a pour ambition de faire du Gabon un pays totalement émergent à l'horizon 2025. PSGE, vous entendrez par là, plan stratégique Gabon émergent repose essentiellement sur un triptyque, à savoir le Gabon des services, le Gabon vert et le Gabon industriel. Dans le cadre de notre deuxième numéro, nous allons mettre l'accent essentiellement sur le Gabon vert. PSGE Parlons Concret se poursuit et c'est juste après ceci. Le 30 de ce mois, Paris, la capitale française, abritera la conférence des partis communément appelée la COP 21. Notre émission de ce soir sonne alors comme une évidence. Je vous le rappelle, il s'agit du Gabon vert. Et pour en parler, nous recevons la directrice générale à la pêche, Madame Micheline Tchomer-Nyandji. Madame Nyandji, bonsoir. Bonsoir. Madame Nyandji, est-ce qu'on peut savoir un peu quelle est la vision concrète que vous avez, vous, en tant que membre du ministère de la Pêche et de l'Élevage, concernant notamment la question du Gabon vert? Qu'est-ce que vous en pensez à votre niveau? Quelle est la vision précise du plan stratégique Gabon émergent, notamment le Gabon vert? Comme vous pouvez l'imaginer, le pilier Gabon vert est un pilier important pour trois raisons. La première, c'est que le Gabon vert est au service du Gabon industriel. Par exemple, le Gabon vert fournit de la matière première à l'industrie. Par exemple, dans le secteur de la pêche, nous pouvons fournir du poisson à l'industrie de transformation. C'est dans cette optique que nous avons l'ambition de mettre en place la sardine en boîte, made in Gabon, et par conséquent contribuer à la sécurité alimentaire. La deuxième raison, c'est que le Gabon vert est le gendarme d'une industrie propre pour une meilleure protection de nos ressources halieutiques. La troisième raison, c'est que le Gabon vert vise à concilier avec le pilier de Gabon de services, par exemple le Gabon vert pour la protection des tortues marines. Nous avons mis en place des dispositifs d'exclusion des tortues marines et nous avons besoin du Gabon de service pour fournir ce dispositif de tortue marine, d'exclusion de tortue marine. Est-ce qu'on peut savoir la mission précise qui vous a été assignée, vous en tant que membre notamment du ministère de l'Élevage et de la Pêche? Ok. Pour réaliser cette ambition, en ce qui concerne le secteur pêche et l'aquaculture, nous pouvons vraiment, il s'agit d'assurer une gestion durable et rationnelle de nos ressources halieutiques, tout en contribuant à la sécurité alimentaire. PSGE Parlons Concret se poursuit, mais c'est juste après ceci. Le Gabon est un pays de forêts et de mer. Son territoire terrestre est recouvert par 23 millions d'hectares de forêts tropicales humides, soit l'équivalent de 85% de ses terres. Cette forêt s'inscrit dans le continuum du bassin forestier du Congo, qui constitue le deuxième poumon vert de l'humanité après l'Amazonie. La forêt gabonaise est l'une des mieux préservées au monde. Elle abrite une biodiversité particulièrement riche. 400 espèces de bois, 10 000 espèces de plantes, 705 espèces d'oiseaux, 70 espèces de reptiles et près de 190 espèces de mammifères. La mer est la deuxième composante importante du territoire gabonais. Le Gabon dispose de 850 km de côte et d'un territoire marin d'environ 200 000 km. Par ailleurs, un réseau hydrographique de 10 000 km² traverse et irrigue la forêt tropicale et les terres agricoles du pays. Avec une pluviométrie oscillant entre 1800 et 4000 mm d'eau par an, le Gabon dispose de conditions agricoles très favorables. Le potentiel agricole du pays est estimé entre 4 à 5 millions d'hectares de terres arables, dont 1 million présente un caractère exploitable et non dommageable à la forêt. Le pilier Gabon vert porte l'ambition du plan stratégique Gabon émergent de diversifier durablement l'économie nationale tout en préservant nos écosystèmes. Le Gabon vert articule 4 axes d'intervention: la protection et la sécurisation des écosystèmes, la connaissance de l'environnement et de la biodiversité, l'aménagement durable des écosystèmes avec des règles de régulation de prélèvement des ressources, et enfin, la valorisation durable des ressources naturelles.
Ces 4 axes d'intervention s'appliquent aux 3 grands écosystèmes naturels et offrent des conditions idéales de développement de 7 filières moteurs de croissance. L'exploitation forestière, les produits de la forêt en dehors du bois, à savoir la sève, les feuilles, les fruits et les fleurs des plantes, qui peuvent avoir des usages dans la cosmétique, l'alimentation, la pharmacie ou encore l'artisanat. La filière viande de brousse, qui contribue significativement à l'alimentation de la population et qui peut être mieux régulée et mieux valorisée. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture. Ces 7 filières de croissance du Gabon vert sont amenées à diversifier l'économie gabonaise et à créer des dizaines de milliers d'emplois. Madame Nyandji, à la lumière des informations maintenant de cette vidéo et notamment aux informations qui sont relatives aux ambitions que vous avez tantôt déclinées, peut-on savoir exactement à quel niveau d'exécution vous vous situez? Pour réaliser notre ambition en ce qui concerne le secteur pêche et l'aquaculture, nous pouvons résumer nos actions en 5 points. Il s'agit de la formation, de l'aménagement du secteur et des ressources halieutiques, des constructions diverses, l'équipement et la sensibilisation des acteurs. D'abord, en ce qui concerne la formation, il s'agit de former au métier de la pêche. Madame, combien de Gabonais ont déjà été formés au niveau de ces métiers, par exemple? Au niveau de la pêche industrielle, pour mieux contrôler les activités de la pêche industrielle, nous avons mis en place un programme des observateurs à bord. Et ce programme a vu la formation d'une vingtaine d'observateurs à bord. Ça date de quand environ? Ça date de l'année 2011. En ce qui concerne l'aquaculture, nous avons formé 90 pisciculteurs et 50 pisciculteurs ont eu des appuis. Nous allons passer maintenant au deuxième point, en ce qui concerne l'aménagement du secteur et des ressources halieutiques. Sur le plan réglementaire, nous avons vu la réorganisation de la DGPA, de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture, et la création d'une agence nationale des pêches et de l'aquaculture en octobre 2014. En ce qui concerne aussi l'aménagement du secteur, nous avons la mise en œuvre du code de pêche. Ce code de pêche a été promulgué en 2005, en août 2005, et nous avons élaboré des tests d'application. Tout ceci concourt à la gestion durable de nos ressources halieutiques. Nous avons mis par exemple un arrêté qui interdit les rejets en mer. Est-ce que dans vos différentes initiatives, vous pensez à une grande inclusion des Gabonais qui sont très sujets au chômage ces derniers temps? Est-ce que vous pensez justement à les stimuler, les encourager par des mesures concrètes pour qu'ils puissent aussi contribuer à l'essor de l'économie de notre pays? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les Gabonais pour qu'ils puissent aussi avoir du poisson et le vendre, comme font les autres? Oui, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons d'abord la formation. Il faut former ces jeunes au métier de pêche. Vous savez que nous avons signé un accord de pêche de thon avec l'Union européenne et cet accord prévoit l'embarquement des observateurs à bord. Donc nous sommes dans ce principe de former les Gabonais au métier de pêche. Après la formation, à quoi devrons-nous nous attendre? Après la formation, il y a insérer ces jeunes. Justement, allez-y. Voilà, insérer ces jeunes dans le métier de pêche et de l'aquaculture. Il s'agit d'abord de les sensibiliser. Et en ce qui concerne par exemple la pêche artisanale, il s'agit de les mettre en coopérative pour mieux cerner le domaine de pêche et de l'aquaculture. Est-ce que vous croyez réellement à l'exécution et la matérialisation du programme de la politique du Gabon vert, notamment dans votre secteur? Est-ce qu'à l'horizon 2025, parce que c'est le cap qui a été fixé, est-ce qu'à cet horizon, on pourra s'attendre déjà à recevoir sur nos tables la boîte de sardines Made in Gabon, avoir du poisson qui aura été pêché et vendu par des Gabonais? Est-ce que vous pouvez nous garantir cela? Oui, nous pouvons le garantir parce que tantôt, je vous ai dit, il y a l'accord que nous avons signé avec l'Union européenne
donne au moins 59 000 tonnes de poissons capturés dans nos eaux. Et nous envisageons construire un port de pêche pour débarquer tout ce poisson. Donc je pense qu'il y a l'avenir parce que ce thon, que ce soit le thon, que ce soit la sardinelle pour la mise en boîte, il y aura aussi le thon pour la transformation. Donc je suis confiant que nous aurons du poisson sur le marché. PSGE Parlons Concret se poursuit et c'est juste après ceci. Après la pêche, nous parlons maintenant de l'exploitation forestière. Et pour développer ce thème, nous a rejoint sur ce plateau M. Athanas Bousengue. Il est conseiller technique du ministre chargé des Industries et du Bois. M. Bousengue, bonsoir. Bonsoir, M. Badina. M. Bousengue, soyez le bienvenu dans PSGE Parlons Concret. Merci. Monsieur Bousengue, est-ce qu'on peut savoir exactement quelle est la politique que vous pilotez au niveau de votre ministère en rapport justement avec le Gabon vert? Merci de nous passer la parole et de pouvoir parler concrètement de ce que le ministère en charge de forêt fait et qui cadre avec le plan stratégique Gabon émergent. Et vous connaissez bien que la forêt est un secteur qui constitue l'un des maillons forts du Gabon vert. Et pour ce faire, l'objectif principal, c'est de gérer durablement l'ensemble des forêts du domaine forestier permanent de l'État. Et d'un autre côté, cette gestion est couplée à une industrialisation plus performante de la transformation du bois au Gabon. Et depuis donc la décision historique de M. le Président de la République de pouvoir suspendre ou d'arrêter systématiquement l'exploitation des grumes, nous constatons que la transformation locale du bois se fait dans les bonnes conditions. Et quand vous parlez de bonnes conditions, vous faites allusion à quoi en termes de chiffres, en termes de finances? Quelles sont les plus-values que l'on peut constater à ce niveau? Tenez, avant 2009, la transformation du bois au Gabon ne représentait à environ que 35% et le reste était exporté. Après la décision de M. le Président de la République, chef de l'État, cette transformation a pris de l'ascension. Et aujourd'hui, nous nous situons à près de 135 unités de transformation que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire national. Alors concrètement, qu'est-ce que vous voulez nous expliquer pour ceux-là qui ne pourraient peut-être pas percer les mystères de votre technicité? C'est-à-dire que le bois gabonais était avant exporté et transformé à l'étranger, et maintenant ce n'est plus le cas, et ça a une incidence sur l'économie de notre pays, c'est ça? C'est exactement ça, parce que lorsqu'on n'exporte que de la grume, qui est donc un produit brut, la plus-value n'est pas élevée. Alors que lorsqu'on exporte des produits transformés, la plus-value est encore plus perceptible. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Gabon n'exporte plus que des produits transformés. Et comment ça se traduit sur le marché usuel? La traduction, c'est que si vous exportez une grume, vous avez d'abord moins de main-d'œuvre, mais lorsque vous allez exporter un produit transformé, il y a une chaîne, et depuis l'exploitation jusqu'à la transformation, et là on utilise beaucoup plus de Gabonais, et il y a en termes de salaire une redistribution au niveau, et le social est beaucoup plus accru. Monsieur Bousengue, est-ce qu'on peut savoir dans quelle zone essentiellement vous avez déjà déployé cette politique de valorisation du bois gabonais? Bon, si nous regardons à l'intérieur de notre pays, nous allons constater qu'il y a des unités de transformation ça et là. Et bon, je sais que j'ai manqué de vous dire, c'est que cette transformation, pour l'heure, est dans le premier segment, c'est-à-dire les sillages, comme les chevrons, les lattes et autres. Mais la vision du chef de l'État voudrait que cette transformation aille à d'autres niveaux, le deuxième et le troisième niveau. Et là, il y a encore beaucoup plus de plus-value. Et là, il y aura encore beaucoup plus d'utilisation de main-d'œuvre gabonaise. Aujourd'hui, sur les 135 unités que je vous ai annoncées tout à l'heure, plus de 80% se situent en première transformation. Et le reste en deuxième et troisième transformation. La troisième transformation prend à peine
On citerait quelques exemples avec RFM, c'est une société malaisienne qui se situe autour de Ovan, dans le Guévindo. Et bon, on souhaiterait que la plupart de nos transformateurs migrent de la première vers la deuxième et de la deuxième vers la transformation. C'est vrai qu'on ne décrète pas l'industrialisation, mais c'est l'axe qu'on leur a tracé d'après le PSGE. Monsieur le conseiller technique, à ce stade de votre initiative, est-ce qu'on peut savoir qui sont vos principaux clients? C'est-à-dire le bois gabonais, il est prisé par quel marché? Bon, le bois gabonais pénètre facilement le marché asiatique avec beaucoup plus d'astreinte le continent européen, parce que là-bas, vous avez des règles comme la certification du bois, qui est en fait une solution volontaire. C'est-à-dire la certification du bois n'est pas obligatoire, mais lorsque votre bois est certifié, par exemple, vous avez beaucoup plus de niches commerciales au niveau de l'Europe que, par exemple, ne l'exige l'Asie. Mais l'Asie importe beaucoup plus de nos bois et l'Europe aussi. Est-ce qu'en dehors du marché exogène, au niveau du Gabon, vous faites des facilités pour permettre notamment aux populations locales d'avoir facilement accès à ce bois et de pouvoir se construire un habitat plus ou moins décent? Quelles sont les facilités que vous mettez en place? Oui, dans les dispositions législatives et réglementaires, il est prévu un certain type de permis qui sont réservés aux nationaux. Nous parlerons ici par exemple des permis spéciaux. C'est-à-dire vous partez, c'est un nombre de pieds d'arbres qui est attribué à un national, par exemple pour bâtir sa maison, par exemple pour faire sa pirogue. Et là, ce sont donc des facilités qui leur sont accordées. L'essentiel est de demander de mettre en branle un dossier en bonne et due forme et au niveau même des directions provinciales, on accorde cela. Et d'un autre côté, au niveau social, il y a eu la mise en place des forêts communautaires qui, en fait, pour sortir de l'amalgame, ce n'est pas un permis forestier, mais c'est un ensemble d'activités qui sont mises bout à bout dans un plan simple de gestion pour permettre donc à nos collectivités locales de pouvoir jouir de nos forêts. Il est question de quel type d'activité? Là-bas, vous avez la possibilité de faire l'agriculture sur brûlis. Vous avez ce qu'on appelle des séries dans les séries agricoles. Vous avez aussi des séries cultuelles ou culturelles, là où les populations villageoises peuvent toujours continuer à exercer leur culte ou leur religion. Et enfin, il y a une petite série qui est réservée, par exemple, pour l'exploitation forestière, pour l'ensemble de la communauté, pas pour une seule personne. Donc c'est pour ça que ça s'appelle forêt communautaire. Donc aujourd'hui, d'aucuns font un amalgame. Ils pensent que la forêt communautaire, c'est pour un individu et qu'on peut y exploiter rien que le bois. Non, c'est une mauvaise interprétation. Voilà. Comment est-ce que le Gabonais, qui d'ordinaire achetait son bois à la quincaillerie, ressent-il la différence au niveau de l'exploitation? Est-ce qu'au niveau du coût, il y a un allègement qui lui permettrait justement de se rendre compte que le plan stratégique Gabon émergent, notamment l'aspect Gabon vert, est en train de fonctionner? Bon, l'exploitation, c'est une grosse industrie. Il faut effectivement, comme vous le savez, des grosses machines. Et pour le commun des Gabonais, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un avec déjà un bulldozer, par exemple. Vous ne pouvez pas aller en forêt si vous n'avez pas un bon investissement. Et là, nous faisons un clin d'œil vers peut-être nos banques. Les banques qui sont installées au Gabon devraient pouvoir ouvrir un pan aux Gabonais pour pouvoir accéder au crédit et pour pouvoir avoir du matériel nécessaire à l'exploitation forestière. Mais aujourd'hui, bon an mal an, certains arrivent à exploiter les 5 ou 10 pieds dont j'ai parlé tout à l'heure en termes de permis spécial. Et en ce qui concerne les produits transformés, aujourd'hui, il y a un effort qui est fait avec les détenteurs des unités de transformation du bois qui font en sorte que les Gabonais aient accès à des chutes ou bien à ce qu'on appelle les rébus du bois industriel. Là, on leur donne l'accès facile pour qu'ils puissent se rendre compte de l'évolution actuelle de notre marché du bois. Le terme rébus n'est-il pas un peu... Rebut, c'est quelque chose qu'on rejette. Non, j'en suis conscient, mais n'est-il pas un peu
péjoratif quand vous parlez de rebut, c'est-à-dire que les déchets, vous les mettez à la disposition ou bien c'est autre chose que ça? Mettre à la disposition... Pourquoi seulement les rebuts? Non, pas seulement les rebuts, parce que D'accord. dans l'exportation, on n'exporte pas tout ce qu'on produit. Il y a une partie qui est vendue sur le marché national. D'accord. Donc, c'est dans les produits destinés à la vente locale que les nationaux peuvent tirer profit. Après le bois, nous allons un peu plus en profondeur dans la forêt pour parler notamment des parcs nationaux. Et à ce titre, nous recevons M. Christian Bina. Il est directeur technique à l'Agence nationale des parcs nationaux. M. Bina, bonsoir. Bonsoir, M. Madinga. M. Bina, est-ce qu'on peut savoir quel est le degré d'implication de l'Agence nationale des parcs nationaux au niveau de la politique du Gabon vert? Le Gabon vert, c'est protéger, c'est la connaissance de la ressource, c'est la gestion de la ressource et la valorisation de la ressource. Alors nous sommes les gestionnaires des parcs nationaux du Gabon et des aires protégées affiliées, c'est-à-dire l'arboretum Raponda-Walker et la réserve présidentielle de Wonga-Wongé. Nos axes d'action sont bien sûr la protection de ces aires protégées, la gestion de ces aires protégées et la valorisation de ces aires protégées. Donc nous sommes en plein cœur de la stratégie du Gabon vert. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous organisez afin de pouvoir capitaliser cet ensemble d'intérêts en termes de financement, mais également en termes d'initiatives de protection et de valorisation? Qu'est-ce que vous faites pour que l'investissement ait un retour? Vous savez bien que pour pouvoir valoriser, il faut beaucoup d'investissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à la valorisation si on n'a pas la connaissance de la ressource qu'on veut valoriser. Donc ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'équipes sur le terrain pour pouvoir mener les inventaires de faune et de flore. Nous ne pouvons pas gérer si en amont, nous n'avons pas préservé la ressource. Donc il nous faut envoyer les éco-gardes sur le terrain pour pouvoir protéger aux incursions des braconniers, aux incursions des exploitants illégaux à l'intérieur de ces aires protégées. Il y a donc en matière de capitalisation, plusieurs choses qu'il faut mettre en place, plusieurs investissements qu'il faut mettre en place en matière de personnes, en matière de matériel, mais aussi en argent. Monsieur le conseiller technique, l'Agence nationale des parcs nationaux approche pratiquement la dizaine d'années, c'est bien ça? Oui. Mais depuis, est-ce que vous allez toujours soutenir cet argument en disant qu'il vous faut du temps pour mener des études d'expertise? Est-ce que le temps, vous ne l'avez pas déjà suffisamment eu? Ah non, on dit qu'il nous faut du temps, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas actif sur le terrain. Ben justement, non. en parlant d'activité sur le terrain, oui, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? En parlant d'activité sur le terrain, vous savez bien qu'on est parti de 2009, puisqu'on est dans cette période-là, de 2009 à 2015. On est parti de 2009 avec 50 employés pour toutes les aires protégées du Gabon. 50 employés? Voilà, aujourd'hui à 700 employés à travers les parcs. On est parti sur les moyens roulants, on est parti d'environ un véhicule de terrain pour 133 véhicules et bateaux sur le terrain. On est parti en matière de budget d'ailleurs, on est parti d'un budget d'État qui était aux environs de 600 millions aujourd'hui, où l'État, parce qu'il y a un grand engagement politique, il faut reconnaître, et on est parti aujourd'hui jusqu'à 3 milliards, 4 milliards de francs CFA. Et à côté de ça, on fait du fundraising, donc la recherche des financements à l'international, et on va rabattre des fonds pour la gestion de nos aires protégées. C'est donc un gros investissement, c'est donc un gros travail avec une petite équipe, parce que l'on vous dise qu'on a 700 ou 800 personnes qui gèrent les parcs nationaux, je vais vous dire, en matière d'efficacité, on est à la moitié des ressources qu'il faut pour gérer les parcs nationaux. C'est-à-dire qu'on a 800 personnes, 700 personnes qui font le travail de 1500 personnes. Monsieur Bina, ces 700 personnes-là, elles sont occupées pour les 13 parcs nationaux, vous confirmez bien? Bien sûr. Mais pourquoi ne pas étendre alors l'employabilité pour permettre à d'autres Gabonais de venir apporter leur pierre à cet édifice? Pourquoi pas étendre? Mais ce sont des Gabonais, les 700 personnes que je vous cite, ce sont des Gabonais qui ont été embauchés pour la préservation des parcs, pour la valorisation de ces parcs nationaux, pour la connaissance de ces parcs nationaux. Ce sont des Gabonais qui ont été recrutés
dans les zones autour des parcs nationaux. Donc on a diversifié, on allait créer l'emploi dans le monde rural. On est allé fixer les populations dans leur zone naturelle, c'est-à-dire pour empêcher l'exode rural, on embauche les éco-gardes autour de leur village et on les amène dans une formation parce qu'on est un peu militarisé, on les amène dans une formation avec la collaboration des Américains et des Anglais aujourd'hui, un apport des Français aussi. On fait beaucoup de formations et donc ces populations qui se sentaient déjà, on va dire, finies, comme on dit, qui n'avaient plus la chance d'avoir un emploi, viennent se professionnaliser pour aller travailler à l'intérieur des parcs qui sont autour de leur village. Parce qu'on veut créer, avec ces parcs, on veut créer un esprit de fierté nationale, un esprit de patriotisme. Parce qu'on a une forêt qui est exceptionnelle. On est un des endroits, on est le seul endroit, pour beaucoup d'images que vous voyez, on est le seul endroit au monde où on peut voir, je dis bien au monde, où on peut voir des éléphants qui prennent un bain sur la plage. On peut voir des hippopotames qui quittent la rivière pour aller à la plage, pour aller à la mer, surfer à la mer. On est l'unique pays au monde où on a des éléphants sur tout le territoire. Dans les autres endroits, les éléphants, on va vous dire, ils sont au nord ou bien ils sont au sud. Monsieur le conseiller, de quoi avez-vous besoin pour davantage valoriser, par exemple, permettre aux populations de savoir que le Gabon est le seul pays où on peut voir des éléphants prendre un bain? De quoi avez-vous besoin encore plus pour essayer d'être réellement une destination touristique sur le continent, pour ne commencer que par là? On a besoin d'impliquer les populations. C'est pour ça que dans nos services, on a un service implication des communautés locales. Il faut que les populations, comme je disais, aient cette fierté de dire « ça c'est notre parc ». On va s'approprier ce parc, on va se mettre, on va tout faire pour pouvoir le gérer ensemble avec l'Agence nationale des parcs nationaux. Il faut, de l'autre côté, évidemment, on parlait des fonds, tout le monde connaît un peu, on a quelquefois des soucis budgétaires, mais il faut que ça soit maintenu parce que, comme je disais en amont, il y a une vraie politique. Mais il faut que cette politique soit maintenue et que les actions qui ont été mises en place soient soutenues les 5 ans qui arrivent, parce qu'on a des plans de gestion de chaque parc, mais un plan de gestion c'est 5 ans. Donc que ça tienne pendant tous les 5 ans, quelle étape de gestion de chaque parc. Pour rester en phase avec l'actualité, le 30 de ce mois à Paris s'ouvrira la COP 21, c'est-à-dire la conférence des parties qui va justement poser au milieu de la table les questions d'environnement. Et à ce titre, on vous fait souvent la part belle. Vous avez certainement des aspirations par rapport à cela? Oui, on nous fait la part belle, mais parce qu'on doit nous chouchouter. Pourquoi? C'est nous qui jugulons le dioxyde de carbone qui est émis par les pollueurs. Ce sont nos forêts qui font ce travail. Ce sont nos mers qui font, nos océans qui font ce travail. Ce sont nos mangroves qui font ce travail. Donc on a une place qui est très importante dans cette discussion et qu'aujourd'hui il faut que les gens comprennent que ça a un prix. Si on bloque, ou bien si on ralentit, ou bien si on prend des engagements de dire qu'on va préserver nos forêts, c'est-à-dire qu'on va faire un développement qui tient compte de ces ressources-là, où on ne va pas détruire nos forêts, il faut de l'autre côté que les partenaires qui émettent des gaz à effet de serre soient solidaires dans cette démarche. Donc ils viennent soutenir notre démarche, qui viennent soutenir la gestion de ces ressources. C'est là où nous en sommes. Donc à Paris, on part avec cette vision de dire que cette fois, il faut que le monde entier s'engage. Nous, on ne va pas se sacrifier au développement pour le beaux yeux du monde entier. Il faut aujourd'hui qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Au cours de cette conférence, il est prévu notamment un fonds vert. Je crois que dans cette dotation financière, vous serez certainement ceux-là qui auront la part du lion. Part du lion ou pas part du lion, je crois que l'engagement d'abord, il doit être un engagement qui est patriotique. C'est-à-dire, on dit toujours argent ou bien sans argent. Quand on a envie d'atteindre des objectifs, on va vers ces objectifs et c'est comme ça que nous on travaille. Monsieur Mbina, PSGE, Parlons Concret, vous dit merci pour cette première intervention. Nous poursuivons notre émission, mais c'est après cette pause. Le Gabon dispose d'un potentiel agricole indéniable, avec au moins 1 million de terres exploitables pour l'agriculture, sans causer de dommages à la forêt, et une pluviométrie abondante. Malgré ce potentiel, la population s'est détournée de l'activité agricole et le pays importe pour près de 300 milliards de francs CFA de denrées alimentaires chaque année. Face à cette situation, le plan stratégique Gabon émergent, qui vise à diversifier l'économie gabonaise, a fait de la redynamisation de l'agriculture un objectif prioritaire.
L'ambition est non seulement de cultiver sur place les productions vivrières, mais de faire du Gabon l'un des premiers producteurs d'Afrique d'huile de palme et de caoutchouc. Pour concrétiser cette ambition, des partenariats ambitieux ont été noués avec des entreprises internationales comme SIAT et Olam pour aménager plusieurs dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles. À Wala Plantation, nous produisons le palmier à huile, et d'où nous allons recueillir le fruit. Nous allons recueillir le fruit du palmier à huile, nous le transformons sur place. Ce fruit, arrivé à maturité dans l'ordre de 30 mois, sera conduit en usine, sur place, ici à Wala, où il subira un certain nombre de transformations, d'où on obtiendra de l'huile de palmiste, issue de l'intérieur, sinon de la menthe du fruit. On produira également de l'huile de palme, issue de la chair même du fruit. Et nos matériaux seront exportés, du moins l'huile sera exportée à l'extérieur. Et avec le système RSPO, incessamment, nous escomptons avoir une certification qui nous permettra de vendre notre huile dans d'autres pays du monde. Là, derrière moi, j'ai une pépinière, parce que là, c'est le début d'une plantation d'EVA. On commence par une pépinière et ensuite pour passer au champ. On commence avec les graines d'EVA. On les plante, on les met d'abord dans un germoir, le temps de germer. Maintenant, on les place dans un sachet. Avec le temps, ils germent, ils poussent et on passe à la phase du greffage. Là, présentement, la société a déjà 3 ans. Oui. Et effectivement, j'ai aussi 3 ans ici, dans cette société. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a avantagé, ça me permet de faire mes petites économies, d'aider ma famille, mes petits frères, mes petites sœurs et tout le reste, mes proches. Il y a beaucoup de Gabonais qui travaillent au LAM, comme des chauffeurs, des mécaniciens, de la main-d'œuvre en général, et puis ça développe aussi le coin. Mon constat, je peux dire que ça réduit le taux de chômage. Oui, au niveau des Bitam ici, puisqu'il y avait tellement de jeunes qui ne faisaient absolument rien, qui traînaient, que ce soit en ville ou bien dans des villages. Le début de la plantation a vraiment changé beaucoup de choses dans la province parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, ils vagabondaient dehors. Et apparemment, cette société les a rassemblés ici et les a permis d'être plus responsables. La plantation de l'Orient Gabon va contribuer pour beaucoup au développement industriel et économique du Gabon. La production agricole gabonaise est désormais transformée sur place avec une agro-industrie qui se renforce dans la production d'huile et de caoutchouc. Au total, entre 2009 et 2015, 3000 emplois agricoles ont été créés au Gabon, principalement dans le Wollontem, la Ngounié, l'Estuaire et le Moyen-Ogooué. Le programme GRAIN, vous en avez certainement entendu parler. Et pour plus de développement, nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau le coordonnateur général du programme GRAIN qui n'est autre que M. Léandre Bouloubou. Monsieur Bouloubou, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu dans PSGE Parlons Concret. Merci. Monsieur Bouloubou, de prime abord, est-ce que l'on pourrait déjà avoir la définition de cette graine dont on parle tant dans notre pays? C'est quoi le programme GRAIN? D'abord, je vous remercie. Je remercie le Bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent d'avoir initié cette émission parce que je pense qu'il est très important pour le public de s'approprier ce plan stratégique. Et donc, toute initiative visant à vulgariser ce plan stratégique est toujours la bienvenue. Alors, pour répondre à votre question, GRAIN, c'est un acronyme qui veut dire Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés. Alors, c'est quelque chose de simple, ça veut dire que c'est un programme qui est réservé aux Gabonaises et aux Gabonais, mais aussi qui est réservé aux Gabonaises et aux Gabonais engagés. Donc c'est juste simplement le fruit du hasard que cet acronyme cadre totalement avec l'ambition même du programme? Nous, on a cherché l'acronyme justement qui met en exergue l'esprit que le chef d'État a voulu donner à ce programme-là. Effectivement, il veut rompre avec l'assistanat, avec la dépendance, avec le fait que les Gabonais assistent à leur propre développement, ne participent pas. Et donc, dans le cadre du secteur agricole, il a souhaité effectivement qu'on trouve quelque chose qui permette de véhiculer cette vision de l'engagement. C'est très important, l'engagement, parce que c'est la clé de la réussite de tout projet. Pourquoi penser à la promotion de l'agriculture? Pourquoi maintenant le faire?
Parce qu'il n'est jamais trop tard. Donc il fallait commencer un jour. Et effectivement, ce n'est pas en 2009, avec le plan stratégique Gabon émergent, qu'on a pensé à l'agriculture. C'est depuis effectivement les indépendances. Il y a beaucoup de projets agricoles qui ont démarré. Il y en a même qui ont connu un certain succès, malheureusement qui ont périclité pour diverses raisons. Donc il s'est trouvé que l'agriculture s'est étiolée, et sa contribution au PIB s'est considérablement réduite. Et de sorte qu'aujourd'hui, on est fortement dépendant du pétrole et que l'agriculture ne compte plus que pour du beurre dans notre richesse nationale. Donc il était bon pour le président de la République qu'un pays ne peut pas poursuivre son développement sans penser à sécuriser son assiette. On ne peut pas manger ce qui vient essentiellement de l'extérieur. C'est quand même un problème de souveraineté et de sécurité. Et là, il n'a pas attendu graine aussi. Donc il y a des initiatives qui ont été prises depuis 2009. Mais là, il a pensé qu'il fallait un projet fédérateur, un projet majeur qui vienne complètement booster vraiment ce secteur agricole qui a longtemps pâti un peu de nos errements successifs. Monsieur le coordonnateur, après une dépendance quasi totale au secteur pétrolier, pensez-vous que vous avez déjà dans un premier temps préparé les consciences à cette transition en termes de secteur de développement, c'est-à-dire passer du pétrole à l'agriculture comme ça? Est-ce que vous sentez que les Gabonais accrochent à ce projet? Je dois dire même que nous sommes agréablement surpris. Si vous avez vu les reportages de lancement du programme Graine par le chef de l'État, nous avons été à Makoko, nous avons été à Oyem, nous avons été à Ndende, donc dans l'Angounié. Et l'engouement est tel que nous sommes même au-delà de nos attentes. Nous avons pensé qu'on serait à peu près 3000 adhérents en lançant le programme en 2015, donc la première année. Il faut savoir que c'est un programme qui s'étend sur 5 ans. Et la première année, on s'est dit, bon, on va être prudent, on pense qu'on sera autour de 3000. Mais il se trouve que un an, moins de 10 mois, nous sommes à 8634 adhérents. Donc c'est presque 3 fois de plus que l'ambition ou l'objectif de 2015. Donc c'est dire que l'enthousiasme est là, est manifeste, et que bien sûr nous sommes agréablement surpris, et que d'ailleurs le chef de l'État pense qu'il faudrait peut-être envisager une deuxième phase pour ne pas laisser les Gabonaises, les Gabonais qui sont bien sûr, qui sont intéressés par ce projet au bord de la route. Monsieur le coordonnateur, vous êtes là à la phase initiale de ce programme. Peut-on en avoir les différentes articulations qui pourraient justement le permettre de conduire le Gabon vers une indépendance alimentaire? Vous savez, le programme Graines s'inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent, donc dans son pilier Gabon vert. Et dans le pilier Gabon vert, le secteur agricole, nous avions pour ambition qui est simple, c'est 1, la sécurité alimentaire, 2, c'est de faire du Gabon un pays exportateur net des produits agricoles tropicaux. Donc vous voulez renverser la tendance. Voilà, donc d'un côté, nous voulons régler le problème de la sécurité alimentaire, de l'autre, nous voulons gagner des devises en vendant donc, à l'extérieur le palmier à huile, le café, le cacao, et les l'EVA. Donc tous ces produits qui nous permettent effectivement d'avoir de l'argent, donc d'inverser un peu le solde de notre balance de courante en termes de produits alimentaires et de produits agricoles. Donc voilà l'ambition. L'ambition est celle-là. L'ambition est haute, bien sûr. Et le chef de l'État nous a dit clairement qu'il veut que le Gabon soit, par exemple, le 2e producteur d'huile de palme d'ici 2020. Il veut qu'on soit 3e producteur de DVA d'ici 2020. Il veut qu'on règle le problème de la sécurité alimentaire totalement d'ici 2020. Donc c'est vrai que pour un chef d'État, c'est une ambition qui est noble. Maintenant, il nous appartient, nous techniciens, de mettre tout ça en musique. Et donc c'est ce que nous essayons de faire modestement. Et donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Le programme Graines aujourd'hui donne c'est vraiment un pas décisif vers cette sécurité alimentaire. Et c'est aussi également un projet qui est très important pour nous permettre d'avoir donc une place sur le marché extérieur des produits agricoles. Monsieur le coordonnateur, vous avez parlé tantôt d'un engouement massif des populations gabonaises. Est-ce qu'on pourrait de manière concrète, pratique, avoir en termes de chiffres le nombre de Gabonais qui se sont déjà inscrits à ce programme? Je vous ai dit tout à l'heure, en fait on a deux chiffres, 2 indicateurs qui nous permettent de regarder l'engouement. On a le nombre d'inscrits et le nombre d'enregistrés. Je dois vous dire par exemple que dans le Wellington, nous avons eu 4000 inscrits, nous avons à peu près 2000 enregistrés. Alors, où est la différence? C'est que les inscrits ne sont pas forcément enregistrés parce qu'il y a des dossiers, il faut des dossiers à traiter. Donc, généralement, il y a quand même quelque chose, donc il y en a qui se perdent un peu en chemin. Mais 2900, c'est énorme. C'est énorme parce que je vous l'ai dit au départ, nous voulons atteindre 3000. Nous avons, notre objectif initial 2015, c'était 3000. Mais rien que dans le Wellington, nous sommes à 2900.
Et donc c'est quand même... Voilà. Donc si vous voyez dans les autres provinces, c'est vraiment le même engouement. Dans l'Angounier, on n'a même pas vraiment démarré parce qu'on a démarré l'Angounier là en octobre. Mais nous sommes déjà à près de 75 coopératives qui sont enregistrées. D'accord. Monsieur le coordonnateur, quand vous parlez d'enregistrement, est-ce qu'on peut considérer, quand vous parlez de ces 2900 Gabonais déjà enregistrés, que c'est un synonyme de garantie d'emploi? Dans le langage des graines, nous ne parlons pas d'emploi, nous parlons d'entrepreneuriat. C'est-à-dire? Voilà. L'entrepreneuriat, en fait, c'est un peu différent du salarié. Le salarié, c'est Sotader, donc c'est l'entreprise que nous avons mis en place, que l'État et Olam, notre partenaire technique, ont créé, qui s'appelle Sotader. Si Sotader emploie quelqu'un, donc par exemple, je prends le cas de notre responsable provincial Ogololo ou Wellington, c'est un salarié. C'est un salarié d'une entreprise agricole qu'on appelle Sotader. Mais alors que là, nous sommes sur plutôt un modèle de coopérative. Et donc, les coopératives, chaque coopérateur est un peu chef d'entreprise. Voilà, parce qu'il participe à la réalisation ou à la mise en marche de son entreprise qu'on appelle coopérative. Donc c'est ce modèle qui a été mis en place, comme on pense qu'il est le plus viable pour porter ce projet-là, parce qu'il permet aux gens véritablement de s'enrichir dans le secteur agricole. Le modèle d'ouvrier agricole a monté ses limites. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde est parti du village, parce que ça ne paye pas. Mais demain, effectivement, un entrepreneur agricole gagnerait bien sa vie avec les revenus qu'il aura. Donc c'est ce modèle-là que nous sommes en train d'implémenter et nous pensons que c'est celui-là le plus viable. Vous avez tantôt parlé de l'huile de palme, d'EVA. Pourquoi le choix de ces différents éléments? Le choix, alors qu'il faudrait peut-être d'abord penser à résoudre le problème de la sécurité alimentaire. L'EVA, on ne va pas le consommer. Pourquoi miser sur ces produits plutôt que sur d'autres? Je suis d'accord avec vous, mais on a quand même produit le pétrole. On ne mange pas le pétrole non plus. Mais pourquoi on a produit le pétrole? Parce que le pétrole nous permet d'avoir des devises. Et les devises nous permettent de faire les routes, de faire les écoles, de faire la télé. Voilà. Mais effectivement, il faut qu'on mange. Donc c'est pour ça que Grain a attaqué le problème sur tous les fronts. Donc à la fois sur les marchés agricoles, mais aussi sur la sécurité alimentaire avec les produits vivriers, donc les spéculations que nous avons retenues. Donc la banane, donc nous avons retenu dans une première phase ces quatre spéculations, donc la banane, le manioc, la tomate et le piment. Et vous allez me dire pourquoi? Mais parce que ce sont les produits qu'on importe le plus, malheureusement. Et ça d'ailleurs suffit le chef d'État de constater que nous importons quand même du piment, alors que le piment pousse derrière les maisons. Mais nous importons du piment. Et ce n'est pas concevable, ce n'est pas soutenable pour un État que vous et moi, à midi ou le soir, nous consommons du piment qui vient de l'extérieur du Gabon. Donc ce n'est pas. Donc il a dit il faut commencer par ça, et avec l'effet domino, donc nous allons progressivement aller vers les autres produits pour lesquels nous sommes dépendants, notamment dans l'élevage. C'est vrai que vous aviez parlé d'un certain nombre de personnes inscrites et enregistrées. En termes d'expertise, avez-vous pensé à une formation au préalable pour que cette graine-là puisse en effet pousser? Graine doit se déployer sur 5 ans. Et l'objectif est simple, c'est 200 000 hectares, parce que c'est un peu le niveau que nous avons estimé. C'est même dans le plan stratégique Gabon émergent, donc dans le plan opérationnel Gabon vert, que c'est à peu près 200 000 hectares qu'il faut valoriser sur l'ensemble du territoire national pour régler le problème de la sécurité alimentaire. Donc voilà notre ambition. Deuxièmement, vous avez parlé de l'emploi ou de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles. C'est 20 000. Voilà ce qui nous a été fixé sur les 5 ans, 20 000. Et de l'autre côté, nous devons former. Parce que nous n'avons pas encore cette science-là, nous connaissons très mal les coopératives, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et nous passons à un autre stade du secteur agricole, du développement du secteur agricole, c'est la mécanisation. C'est une agriculture industrielle. Et là, donc, nous utilisons des engrais, nous utilisons des produits phytosanitaires, nous vendons sur des marchés compétitifs. Donc, ça, il faut de la formation. Et là, l'ambition, c'est de former 2500 Gabonaises et Gabonais dans les pays qui ont réussi dans ce domaine-là. C'est pour ça que vous avez vu que le 22 août dernier, nous avons envoyé nos compatriotes, 54 compatriotes, en Malaisie pour apprendre les techniques de palmier à huile. Nous avons envoyé une deuxième vague au Cameroun et en Côte d'Ivoire pour apprendre autre chose, le cacao, le café et la banane. Donc, il y a tout un programme de prise en main. Donc, on ne va pas laisser les coopérateurs comme ça tout seuls. Donc, on va les accompagner. On les accompagne du champ jusqu'à là. Donc, depuis la phase d'aménagement, donc la phase de planting, comme on l'appelle, jusqu'à la production, jusqu'à ce qu'ils vont produire. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau qui parle essentiellement du Gabon vert dans le cadre de notre émission
PSGE, parlons concret. Avec vous, monsieur le coordonnateur, nous allons poursuivre notre échange pour parler essentiellement du scepticisme que certains Gabonais cultivent. Il y en a qui pensent en effet que pour bénéficier, pour être enregistré, sinon dans votre effectif du projet Graines, il faut peut-être avoir de l'ombre, comme on dit, connaître le coordonnateur, être ami à X ou Y faisant partie du sérail du coordonnateur. Est-ce que vous confirmez cette information ? Je vais d'abord répondre sur la première partie de votre préoccupation, c'est la réticence. Il faut avouer que certains Gabonais, notamment en zone urbaine, notamment les jeunes qui sont ici à Libreville, dans les quartiers, qui sont malheureusement déscolarisés, désœuvrés, sans perspective, sont réticents à adhérer au projet pour une simple raison, c'est qu'ils ont peur de repartir au village. Ils ont peur de ne plus trouver les commodités. Parce qu'ils sont habitués à suivre la Champions League ici, ils sont habitués à être sur Facebook, ils sont habitués à un certain nombre de choses. Vous tenez ces affirmations suite à un sondage ou bien... Non, parce que je discute avec, vous savez comment on est concret, moi je discute avec les jeunes et j'ai organisé les journées graines de sensibilisation déjà dans le Gololo et l'Angounier, donc nous discutons avec les jeunes. Mais effectivement, les jeunes posent ces problèmes-là. Mais le programme graines est un programme intégré et donc le chef de l'État pensait avait vu juste que de nous dire d'accompagner le volet agricole par un volet social. Et donc à côté du volet agricole, nous avons un volet social qui est très important, c'est d'apporter un peu de commodité dans les villages, notamment en termes d'eau, en termes d'électricité, en termes de logement, en termes de centre de santé, d'éducation, parce que c'est normal, effectivement, que quelqu'un qui était ici, qui avait son enfant scolarisé à Siban, trouve quand même un établissement où scolariser son enfant au village. Mais en plus, il y aura un revenu. Donc, la principale motivation, c'est d'avoir le revenu qu'on ne trouve pas souvent en ville. Donc, voilà, c'est un programme intégré. Donc, voilà le message en fait qu'on véhicule auprès des jeunes qui sont, bien entendu, réticents. Il faut les comprendre. Maintenant, il faut que le programme mette en place un système d'accompagnement qui soulage ces jeunes-là pour qu'ils se sentent quand même pas trop perdus en repartant au village. Et le deuxième aspect, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucune conditionnalité. Il suffit d'être gabonais, être âgé de 21 ans, parce que c'est l'âge de la majorité. Et voilà, être gabonaise et gabonais, c'est tout. Et vous Monsieur le coordonnateur, oui, allez-y, c'est-à-dire on est gabonais, on a 21 ans, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de qui? Voilà, si vous êtes, ça dépend de là où vous voulez faire votre agriculture. Si c'est à Libreville, donc nous avons un bureau central qui est ici, à côté de Mbolo, donc dans les locaux d'Olam, au 4e étage. Ou bien si vous êtes en province, nous avons déjà ouvert le bureau dans 5 provinces. Nous sommes déjà dans le Wellington, nous sommes dans le Guevindo, nous sommes dans l'Angounier, nous sommes dans le Gololo et dans l'Outougoui. Donc nous avons des bureaux qui sont ouverts et nous avons des assistants de communication en fait, qui font le tour des provinces ou le tour des départements dans les provinces pour donner cette information. Mais au niveau central, au niveau de la coordination générale, nous faisons exactement le même travail de sensibilisation pour demander aux jeunes d'aller se faire inscrire, de s'enrôler, de se constituer en coopérative, parce que c'est ce modèle qui est viable. Tout seul, on ne peut pas. Dans le secteur agricole, l'expérience a montré que tout seul, on n'y arrive pas. Il faut être ensemble, parce que unis, on est fort. Monsieur le coordonnateur général, dernière question avant de passer la parole aux autres membres sur ce plateau. Quel est le message que vous, au niveau de votre bureau de coordination, vous avez déjà mis en place pour convaincre justement de l'intérêt qu'il y a à être actif dans le projet Graines? Nous avons, à l'heure justement de ceux-là, donc des compatriotes qui ont perdu leur emploi, mais nous avons aussi une autre catégorie, ce sont les compatriotes qui sont en pré-retraite. On a bien vu qu'il y a un engouement, certains des gens qui sont en retraite aujourd'hui, mais nous visons aussi la catégorie de ceux qui sont en pré-retraite, donc dans 5 ou 3 ans, qui vont se mettre, donc justement, faire valoir leur droit à la retraite. C'est une cible qui est là, qui est intéressante pour nous parce que c'est des gens souvent cultivés, c'est des gens qui ont une expérience, c'est des gens qui viennent même parfois du secteur agricole, parfois c'est des ingénieurs, mais qui se disent, bon, ils n'ont plus la retraite, ils préfèrent rester ici, à Malibé, ils font le vin de palme et tout ça. C'est vrai que ça leur donne des petits revenus, mais c'est des revenus qui ne sont pas substantiels. Monsieur le coordonnateur, dans ce cas, on va être plus concret, plus pratique. Dans ce cas, on va prendre un individu de 35 ans qui a travaillé dans le pétrole, qui touchait chaque fin du mois une somme avoisinant les 700 000 francs CFA. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le convaincre d'adhérer au programme Graines et de pouvoir s'en sortir plus ou moins comme il le faisait avant d'être licencié aujourd'hui? Non, mais le cas est simple, c'est qu'avant il gagnait 700 000, mais aujourd'hui il gagne 0. Absolument. Donc, Graines lui dit non, au lieu de gagner 0, vous gagnerez quelque chose. Donc la première motivation, c'est le revenu. Quelque chose, c'est... Voilà, vous gagnerez quelque chose, mais qui vous permet de vivre décemment. Donc c'est pour ça que je veux dire que le modèle que nous avons mis en place, le modèle de l'entrepreneur agricole, vous permet de vivre décemment. Les premiers calculs que nous faisons, on peut être entre 250 et 300 000 francs par personne
dans une coopérative avec un logement, avec toutes les autres commodités que je viens de citer. 250 000 francs, c'est-à-dire quoi? Une rémunération mensuelle? Non, vous n'avez pas de rémunération puisque c'est votre produit. Vous produisez ensemble et puis vous vendez à Sotrader. Oui, mais dans votre étude, vous produisez, vous vendez. En moyenne, vous pouvez vous retrouver avec combien? Mais c'est ce que je vous dis. Je dis qu'en moyenne, chaque coopérateur, donc chaque individu dans la coopérative pourrait avoir entre 200 et 400 000 francs. Ça dépend des spéculations. Les spéculations, ça veut dire que si vous êtes dans la banane, vous ne gagnez pas exactement la même chose que si vous êtes dans le manioc, si vous êtes dans le piment ou dans la tomate. Donc, en fonction des spéculations, vous pouvez gagner ça là. Donc, en dehors de ce revenu que vous n'y avez plus, que vous avez perdu, vous êtes quand même accompagné au niveau social avec un logement. On vous fournit le matériel de construction et on vous fournit un certain nombre d'autres commodités. Revenez un peu sur le logement, c'est-à-dire... Le logement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes une coopérative et que vous êtes assidu au travail, Sotrader, donc l'entreprise que nous avons mis en place, s'engage à vous fournir le matériel pour construire votre logement à votre convenance. Nous avons, sur à peu près 1600 villages, que nous allons développer tout ce programme-là. Il y a une véritable opportunité d'investissement pour les opérateurs du secteur forestier. Monsieur le coordonnateur, merci. On se rend compte que votre programme est suffisamment fourni. Nous allons continuer notre tour de table en posant la question du bois. Mais avant, un avis peut-être sur ce que le coordonnateur vient de décliner comme information. Comment vous trouvez le programme Graines, ses ambitions, ses failles, ses forces et faiblesses? Votre avis? Là, on part sur des projets de redistribution de richesses. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout concentrer ici au niveau des grandes capitales, Libreville, Port-Gentil et Francéville. Il faut qu'on envoie la richesse dans les zones rurales. Et actuellement, c'est comme ça que le Gabon va se développer. C'est-à-dire que pour que l'électricité arrive, pour que la route arrive, pour que les écoles arrivent, les hôpitaux arrivent, il faut bien sûr qu'il y ait des activités. Il faut qu'il y ait des gens qui vivent là. Absolument. Et il faut qu'il y ait des activités. Aujourd'hui, si on est réticent de dire on ne va pas aller en milieu rural, c'est dommage parce que tout va se concentrer à Libreville et on va parler de développement pendant des années encore à dire que c'est nous-mêmes qui sommes réticents par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment dommage pour la jeunesse gabonaise. Peut-être, vous disiez tout à l'heure pourquoi les gens sont réticents. Il y a aussi que nous, on n'a pas cette culture de travailler en coopérative. On travaille pour nous-mêmes. Et là, c'est des programmes qui amènent les gens à travailler en coopérative. Et il faut apprendre à travailler ensemble, soudés, pour pouvoir aller vers le développement. Monsieur Bousengue, au niveau du bois, de son exploitation, on sait que le bois est l'une des matières premières du Gabon. Et à ce titre, on se rend compte que, malheureusement que l'habitat au niveau du Gabon ne valorise pas suffisamment cette matière première. Alors que dans d'autres pays, on investit davantage sur le bois et on l'adapte d'ailleurs aux conditions climatiques des différents pays. Pourquoi est-ce qu'à notre niveau, les choses ont l'air d'aller un peu lentement? La question du bois, elle est... D'abord, il faut la regarder sur deux plans. Il y a le point de vue technique. Avons-nous la technologie nécessaire pour pouvoir utiliser nos essences forestières? Et nous avons aussi un autre handicap, c'est l'humidité atmosphérique. Nous sommes dans un climat équatorial et là, nous avons presque 100% d'humidité dans l'air. Et si nous n'avons pas la technologie adaptée, déjà, par exemple, au niveau de la transformation du bois, nous n'avons pas suffisamment de séchoir. C'est-à-dire, le bois transformé devait passer dans une espèce de séchoir pour pouvoir réduire la quantité d'eau qu'il y a dans le bois. Et c'est lorsqu'il est rendu à une certaine humidité qu'on peut l'utiliser, par exemple, pour la construction d'un certain nombre de chalets, en fait, qui sont les constructions en bois. Et aujourd'hui, cela nous fait défaut, à tel point qu'on recourt beaucoup plus au parpaing. Parce que si vous passez un peu dans nos villages, ceux qui ont essayé, par exemple, la planche éclatée, c'est-à-dire on fend directement le bois et on le colle directement au mur, vous voyez qu'après quelques mois, il y a déjà les termites, puisqu'il n'a pas été traité contre les fongicides, contre les insectes. On n'a pas utilisé des fongicides et encore moins des trucs contre la pourriture. On va convenir que dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, notamment dans le Gabon vert, cet élément a forcément été énuméré, ou du moins c'est envisagé. Mais c'est pour cela que nous parlons donc de l'industrialisation. L'industrialisation de la filière bois, c'est tout cela. C'est vrai que le séchage n'est pas une partie à part entière de la transformation, mais c'est un métier à part. Vous pouvez ne pas être transformateur, mais vous installez vos séchoirs pour pouvoir sécher du bois. Et cela devait pouvoir se faire avec cette vision de la transformation plus performante de nos bois.
Et la maison en bois, ce serait l'idéal puisque nous sommes couverts à plus de 80% de notre territoire de bois. Et le bois est accessible à tout le monde. Et l'État fait d'énormes efforts pour pouvoir faire en sorte que les nationaux y aient accès. Mais au niveau de la vision proprement dite, il faut dire que l'ambition, c'est de voir toutes nos forêts, les forêts notamment du domaine forestier permanent de l'État, aménagées. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que vous avez une parcelle qui est mise sous un plan d'aménagement. Quelles sont les opérations que vous devez effectuer à l'intérieur de cette forêt pendant X temps? Un avis à émettre par rapport à ça? Je voulais dire quelque chose sur ce secteur forêt-bois, parce que bon, j'ai eu la chance d'avoir mis un pied dans le pilier Gabon industriel, parce que dans mes précédentes fonctions, j'ai été directeur général de l'industrie, et que j'ai plus ou moins participé donc, à la stratégie nationale d'industrialisation et à sa mise en œuvre. Et je dois dire que ce secteur, en fait, c'est celui qui véritablement va nous permettre d'avoir des effets d'entraînement positifs sur l'ensemble des autres secteurs. C'est-à-dire? Parce que le bois est utilisé dans pas mal y compris même dans là où nous sommes ici, dans ce plateau. Voilà, sur ces plateaux, vous voyez que le bois est utilisé. Et donc le bois a des ramifications, a des effets sur les autres secteurs. Et donc, c'est pour ça que l'industrialisation du secteur bois est un élément essentiel. Et le problème qui va se poser, parce que nous l'avons un peu expérimenté, c'est le problème de la formation. On en avait parlé tout à l'heure. En effet. Vous savez, il y a des nouveaux métiers que nous n'avons pas aujourd'hui, on n'avons pas anticipé. Effectivement, quand les pouvoirs publics ont annoncé un certain nombre de mesures, derrière l'administration n'a pas tellement suivi en termes de formation, en termes d'orientation de formation. Voilà autant de choses qui ont été mises en place et avec des mesures d'accompagnement. Je voudrais ajouter, concernant la formation, effectivement, il a mis le doigt là où il le faut. Oui. Et c'est pour cela que c'est vrai que les pouvoirs publics ne sont pas restés tout à fait en reste. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la seule et unique école de formation que nous avons à l'ENEF, École nationale des eaux et forêts, il est déjà mis en place un master sur la formation, les techniques du bois. Et demain, certainement à Boué, il y aura encore un élargissement de cette formation avec d'autres filières. Et nous sommes bien là dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Tout à fait. Vous voyez qu'on parle après 2009. Oui. Donc ce master qui est à l'ENEF a été mis en place, je crois, en 2013. Donc ça fait à peine 2 ans qu'il fonctionne. Et la formation est donc un problème très crucial pour ce qui est de la valorisation de nos produits bois. Et pour le valoriser, il faut former du plus petit jusqu'à l'ingénieur. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons le point sur les ingénieurs peut-être, mais il y a toutes ces catégories intermédiaires qui ne sont pas encore formées. Le lycée technique essaye de faire dans cette formation, mais ne couvre pas encore tous les métiers du bois. Comment jugez-vous la faisabilité de cet aspect qui est éminemment important? La question est ouverte. La faisabilité, c'est que tous les projets qui sont en zone tampon et périphérique des parcs nationaux les gros projets industriels doivent passer par une étude d'impact environnemental. Et on travaille beaucoup en collaboration. Je disais encore que c'était notre ministère de tutelle, donc ça fait technique, donc ça fait que il y a une grosse collaboration. On participe sur tous les projets, parce que si un projet est mal négocié et mal implanté autour des parcs nationaux, évidemment les parcs peuvent avoir des conséquences. Donc c'est une exigence réglementaire, les études d'impact d'environnement. Avec le projet GREN, on a eu aussi des discussions. On a eu des discussions très techniques qui ont beaucoup fait avancer notre vision. On a partagé les cartes parce que, comme on le disait tantôt, nous on séquestre les gaz à effet de serre, mais il ne faut pas qu'on mette aussi des projets qui vont venir produire les gaz à effet de serre. Donc il fallait localiser les endroits où ils doivent monter les projets avec les coopératives, donc les endroits de forêt dégradées déjà, les endroits de savane pour permettre à ce que la forêt ne soit pas coupée et que ça se passe très bien. Et avec eux, évidemment, ce n'est pas des gros projets qui nécessitent des études d'impact. Il y a des projets qui peuvent nécessiter des notices d'impact environnemental quand on pense aux petits projets. Mais c'est des projets où on travaille en collaboration pour pouvoir voir comment on le manage ensemble et ça se passe très bien. Au niveau de la pêche, au niveau de la mentalité du Gabonais,
quels sont les facteurs bloquants que vous avez identifiés? La pensée collective, souvent, le métier de pêcheur n'est réservé qu'à nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'au niveau de cette perception-là, il y a déjà des avancées? Est-ce qu'on est parvenu à faire débloquer ce verrou? Comme vous l'avez dit, le secteur de la pêche est occupé de 80% des étrangers. Vous savez que ce n'est pas un métier qui était réservé aux Gabonais. Donc aujourd'hui, avec la sensibilisation, nous arrivons déjà à faire revenir les Gabonais dans ce secteur. Et qu'est-ce que vous leur dites, pour ceux qui vous découvrent que maintenant? En disant que c'est un secteur porteur. C'est un secteur porteur. Pour conclure, vous pouvez confirmer que le Gabonais peut vivre en exerçant le métier de la pêche. Effectivement. Vivre décemment. Effectivement. Après, c'est culturel. Le Gabonais qui est tourné vers la mer, même quand un Gabonais il est côtier, il pêche dans les rivières derrière chez lui, il ne pêche pas à la mer. C'est culturel, c'est comme l'aspect forêt. On est un peu plus forestier et on est un peu plus de forêt même, on va dire, mais on n'a jamais été aussi éloigné de la forêt. Le Gabonais n'a jamais été aussi éloigné de la forêt. Si vous vous tournez vers les jeunes, aujourd'hui, même dans les milieux ruraux, ils ne connaissent pas la forêt. C'est-à-dire qu'on est un peuple de forêt. Donc, c'est ça. Si on ne connaît pas, si on ne comprend pas, on a du mal à aller vers. Oui. Et c'est ça, la pêche tournée vers la mer, c'est encore culturellement un blocage. Il faut qu'on fasse ce travail-là, bien sûr. La première zone de pêche au Gabon, c'est réservé aux Gabonais. Donc, c'est des facilités qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller au large pour pouvoir pêcher et pouvoir monter une activité économique. Nous vous disons merci d'être venus aussi nombreux, avec beaucoup d'intérêt, participer à cette deuxième émission de PSGE Parlons Concret. Je signale simplement que dans le cadre de cette deuxième émission, il était question qu'un membre de la société civile vienne se joindre à nous, mais il n'a pas été présent pour les questions que nous ignorons encore. Mais nous vous garantissons que l'émission reste toujours ouverte à la participation de tout citoyen. PSGE Parlons Concret est arrivé à son terme. Nous vous disons merci de l'avoir suivi avec autant d'attention. Au revoir et à bientôt.